Elle ne tient à peine aucun emploi. Ma mère a testifié contre moi. Le président de la cour s'est levé, elle est magistrat depuis 6 ans. Le visage de ma mère est devenu blanc. Je m'appelle Adélaïde Bennett et à 30 ans, je n'aurais jamais imaginé que ma propre mère essaierait de me détruire au tribunal. J'ai passé toute ma vie à chercher son approbation pour finalement la voir témoigner que j'étais une mère instable qui pouvait à peine garder un emploi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais juge aux affaires familiales depuis 6 ans. Le président de la cour savait exactement qui j'étais et ce qui s'est passé ensuite. Il a fait taire toute la salle d'audience. Si vous regardez cette vidéo, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre comment ma mère a découvert ma carrière de la manière la plus publique possible. Ayant grandi à Lexington, une ville pittoresque à l'extérieur de Boston, j'ai toujours eu l'impression de jouer sur scène où le seul spectateur, ma mère Evelyne, n'applaudissait jamais. Notre modeste maison coloniale à 2 étages avait l'air parfaite de l'extérieur, exactement comme ma mère voulait que tout dans sa vie paraisse. Cependant, à l'intérieur de ces murs, l'histoire était différente. Ma mère était l'incarnation du perfectionnisme. Rien n'était jamais assez bien, surtout quand il s'agissait de moi. Si je rentrais à la maison avec un A-, elle demandait pourquoi ce n'était pas un A+. Si je gagnais la 2e place à un concours, elle soulignait la fille qui était arrivée première. Ces normes étaient impossibles à satisfaire et ses critiques étaient incessantes. Adélaïde, tiens-toi droite. Adélaïde, tes cheveux sont en désordre. Adélaïde, cette tenue te fait paraître lourde. Ces mots me suivaient partout, résonnant dans ma tête, même quand elle n'était pas là. J'ai désespérément essayé de lui plaire, me réarrangeant en configuration qui, je pensais, pourrait enfin lui valoir son approbation. Elle n'est jamais venue. Mon père, James, était le tampon entre nous. C'était un homme gentil avec des yeux doux qui me faisait un clin d'œil à travers la table du dîner chaque fois que ma mère se lançait dans une de ses envolées critiques. Ta mère veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, me disait-il plus tard, mais ses yeux exprimaient des excuses. Il l'aimait, mais il voyait comment ces mots me blessaient. Quand j'avais 12 ans, mon père a eu une crise cardiaque en rentrant du travail. Sa voiture a dévié de la route et a heurté un arbre. Il est mort sur le coup. J'ai perdu mon défenseur, mon allié, la seule personne qui me faisait sentir que j'étais assez bien tel que j'étais. Après sa mort, ma mère a changé. Ses critiques se sont intensifiées, comme si elle avait besoin de compenser l'absence de sa douceur par une dose supplémentaire de sa dureté. Elle est devenue obsédée par les apparences, par ce que les voisins pourraient penser, par le maintien de l'illusion de la famille parfaite, malgré notre évidente fragilité. Nous devons être fortes, Adélaïde, disait-elle. Personne ne respecte la faiblesse. Mais ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle ne voulait pas que je fasse mon deuil publiquement, que je ne montre aucun signe que nous étions en difficulté. Mes larmes étaient reléguées à mon oreiller la nuit, silencieuses et cachées. L'école est devenue mon refuge. Je me suis plongé dans mes études avec une ferveur qui a surpris même mes professeurs. Si je ne pouvais pas obtenir l'approbation de ma mère, je l'obtiendrais de tous les autres. Chaque note parfaite, chaque prix académique était un bouclier que je levais contre ses critiques. Il fonctionnait rarement. La fille de Sarah Miller vient d'entrer à Harvard. En décision anticipée, disait-elle, ignorant mon bulletin avec des as sur la table entre nous. Et elle joue de 3 instruments. Je ne jouais d'aucun instrument. Je n'étais exceptionnel en rien qui comptait pour ma mère. Mais j'ai découvert quelque chose pendant ces années adolescentes douloureuses. J'avais une passion pour la justice. Cela a commencé au club de débat où j'ai trouvé ma voie en argumentant des points d'éthique et de droit. Cela a continué quand j'ai rejoint un programme de tribunal pour jeunes et j'ai ressenti pour la première fois que j'étais exactement là où je devais être. Quand j'ai dit à ma mère que je voulais être avocate un jour, peut-être même juge. Elle a ri. Pas un rire gentil, mais le genre dédaigneux qui me retournait l'estomac. Sois réaliste, Adélaïde. Ces postes sont pour des gens qui ont des relations, des pédigrés. Concentre-toi sur quelque chose d'accessible. À ce moment-là, debout dans notre cuisine avec mes rêves futurs fraîchement ridiculisés, quelque chose a changé en moi. Ces mots, au lieu de m'écraser, comme ils le faisaient habituellement, se sont durcis en une détermination qui allait me porter en avant. Je deviendrai juge, non pas malgré ce que ma mère croyait de moi, mais à cause de cela. Je la prouverai tort. Les candidatures universitaires sont devenues ma rébellion secrète.
J'ai postulé dans 17 écoles sans en parler à ma mère pour la plupart d'entre elles. Quand les lettres d'acceptation ont commencé à arriver, y compris une de l'université de Boston avec une bourse partielle, j'ai ressenti une montée de pouvoir. Pour une fois, j'avais des options qui n'étaient pas dictées par ses attentes. L'université de Boston est trop chère, a-t-elle dit avec dédain quand je lui ai montré la lettre. Le community college est parfaitement adéquat. Je suis allé à l'université de Boston de toute façon. Pour couvrir ce que la bourse ne couvrait pas, j'ai travaillé 3 emplois, le matin dans un café près du campus, le soir à la bibliothèque universitaire et le week-end comme assistante de recherche pour l'un de mes professeurs. Je dormais à peine. Ma mère appelait cela de l'entêtement. J'appelais cela de l'indépendance. Les candidatures aux facultés de droit ont suivi le même schéma. J'ai étudié obsessionnellement pour le YSAT, j'ai obtenu un score du 98e percentile et j'ai décroché une place à Harvard Law. Quand j'ai appelé pour le dire à ma mère, sa réponse était prévisible. Harvard, comment comptes-tu payer pour ça? Toujours à dépasser tes moyens, Adélaïde. Je ne lui ai pas parlé de la bourse. Je ne lui ai pas parlé des prêts. Je ne lui ai pas parlé des emplois continus qui m'aideraient à joindre les deux bouts. J'ai simplement dit, je trouverai une solution. Et j'ai raccroché. C'est à Harvard Law School que j'ai rencontré Thomas. Il s'est assis à côté de moi en droit constitutionnel. Cet homme grand et réfléchi avec des yeux gentils qui me rappelaient douloureusement mon père. Contrairement à tous les autres qui semblaient rivaliser pour attirer l'attention, Thomas posait des questions qui montraient qu'il écoutait réellement les réponses. Il remarquait les choses, y compris moi. « Tu ne parles jamais de ta famille », a-t-il observé un soir alors que nous étudions ensemble à la bibliothèque. Nous sortions ensemble depuis 3 mois à ce moment-là. « Il n'y a pas grand-chose à dire », ai-je répondu, gardant mes yeux sur mon manuel. « Tout le monde a une histoire », a-t-il dit doucement. Ce soir-là, je lui ai parlé de ma mère, de ses normes impossibles et de ses critiques constantes, de la façon dont j'avais passé toute ma vie à essayer et à échouer à être assez bien. Thomas a écouté sans interrompre, et quand j'ai eu fini, il a pris ma main. « Elle a tort à ton sujet », a-t-il dit simplement. Et un jour, elle s'en rendra compte. J'ai épousé Thomas lors de notre dernière année de faculté de droit. Ma mère a assisté à la petite cérémonie, ses lèvres pressées en une mince ligne de désapprobation. « Es-tu sûr de ça ?» a-t-elle demandé en redressant ma robe simple dans l'arrière-salle du palais de justice où nous avons tenu la cérémonie. Le mariage et une carrière ne font pas bon ménage. Tu devras choisir un jour. Je n'ai pas pris la peine de répondre. J'avais arrêté d'essayer de la convaincre de quoi que ce soit. Après l'obtention du diplôme, Thomas et moi avons tous deux trouvé des postes dans des cabinets à Boston. Son domaine était le droit des sociétés. Le mien était le droit de la famille. Je travaillais 70 heures par semaine, déterminé à me distinguer. Quand une opportunité s'est présentée pour travailler pour un juge, j'ai sauté dessus. Le stage a conduit à un poste d'assistante du procureur du district où je me suis spécialisé dans les affaires impliquant des enfants. Ma mère est restée peu impressionnée. Encore un nouvel emploi. Tu n'arrives pas à te fixer sur quoi que ce soit, n'est-ce pas, a-t-elle commenté lors de l'un de nos appels téléphoniques de plus en plus rares. J'ai arrêté de lui parler de mes progrès de carrière après cela. Laisse-la croire ce qu'elle voulait. Je connaissais la vérité. Je ne sautais pas d'un emploi à l'autre. Je montais. Quand Lily est née 2 ans plus tard, ma vie s'est élargie d'une manière que je n'avais pas anticipée. Cet être minuscule aux yeux gentils de Thomas et à mon menton têtu est devenu le centre de mon univers. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait aimer quelqu'un inconditionnellement. J'ai juré que ma fille ne remettrait jamais en question sa valeur comme j'avais été forcé de remettre la mienne en question. Équilibrer la maternité et ma carrière était difficile. Il y avait des nuits où je berçais Lily pour qu'elle dorme d'une main tout en révisant des dossiers de cas de l'autre. Il y avait des matins où j'arrivais au tribunal après avoir dormi 3 heures avec des taches de lait maternisé sur mon blazer que je couvrais avec ma robe, mais j'y arrivais. Thomas et moi étions partenaires en tous sens, échangeant les responsabilités et soutenant nos ambitions respectives. Quand l'appel est venu concernant la nomination judiciaire, je changeais la couche de Lily. J'avais 24 ans, l'une des plus jeunes juges jamais nommées dans notre district. Le comité avait été impressionné par mon travail en tant qu'ADA, en particulier par ma gestion de cas sensibles impliquant des enfants en crise. Le poste était au tribunal de la famille, exactement là où je voulais être. J'ai accepté immédiatement. Ce soir-là,
Thomas a apporté du champagne et nous avons célébré dans notre petit appartement avec Lily gazouillant joyeusement entre nous sur le canapé. Vas-tu le dire à ta mère, a demandé Thomas gentiment. J'y ai pensé. Pendant un instant, j'ai imaginé sa fierté, sa prise de conscience qu'elle s'était toujours trompée à mon sujet. Puis la réalité s'est imposée. Non, ai-je dit finalement. Elle trouverait un moyen de le minimiser, de faire paraître moins que ce que c'est. Ainsi, ma mère a continué de croire que j'étais professionnellement instable, passant d'un emploi à l'autre, incapable de m'engager dans une voie professionnelle. Pendant ce temps, je portais une robe noire chaque matin et je prenais des décisions qui affectaient la vie des familles en crise. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant 6 ans, j'ai servi comme juge tandis que ma mère restait ignorante de ma position. Nous avons maintenu une relation distante, des visites obligatoires pendant les fêtes et des appels téléphoniques occasionnels qui me laissaient épuisé. Elle dorlotait Lily mais ne pouvait s'empêcher de critiquer ma façon de l'élever. Elle semble très attachée à cette sucette. Tu sais que ça va lui ruiner les dents. Est-ce que c'est ce que tu lui donnes à manger? Pas étonnant qu'elle soit si grognon. Tu travailles trop. Les enfants ont besoin de leur mère présente. J'ai appris à laisser ces paroles glisser sur moi, me protégeant ainsi que Lily de leurs morsures. Ce que je ne savais pas, c'est que ma mère collectait ces moments, les stockant comme des munitions pour une bataille que j'ignorais encore qu'elle arrivait. L'appel est arrivé un mardi soir. J'étais dans mon cabinet en train de réviser un cas de garde particulièrement difficile lorsque le nom de ma sœur Nathalie a clignoté sur l'écran de mon téléphone. Nathalie et moi n'avions jamais été proches. 2 ans plus jeune que moi, elle avait été la préférée de notre mère, la fille obéissante qui ne contestait jamais l'autorité. Du moins, c'était vrai jusqu'à sa dernière année de collège, quand elle a abandonné ses études et a disparu dans un monde de toxicomanie qu'il avait consumé au cours de la dernière décennie. Adélaïde. Sa voix était fine, fragile. J'ai besoin d'aide. Elle était en cure de désintoxication à nouveau, sa 3e tentative de sobriété. Cette fois, les services de protection de l'enfance étaient intervenus. Ses enfants, Emma et Jacques, âgés de 6 et 4 ans, avaient été retrouvés seuls dans leur appartement pendant que Nathalie était inconsciente d'une overdose dans la salle de bain. Elle avait survécu, mais ses droits parentaux étaient menacés. Ils disent que je ne peux pas les récupérer tant que je n'aurai pas terminé le programme et prouvé que je peux rester sobre, a-t-elle dit, la voix brisée. Ils parlent d'adoption. Adélaïde, s'il te plaît, ne les laisse pas aller en famille d'accueil. J'ai fermé les yeux, ressentant le poids de ce qu'elle demandait. Thomas et moi avions déjà discuté de prendre les enfants de Nathalie lors de sa précédente crise, mais cela n'était jamais arrivé à ce point. Maintenant, c'était réel. Ces enfants, ma nièce et mon neveu, que je n'avais rencontrés que quelques fois, avaient besoin d'un foyer. Laisse-moi parler à Thomas, ai-je dit. Nous trouverons une solution. Thomas n'a pas hésité. Bien sûr, nous les prendrons, a-t-il dit. Ce soir-là, alors que nous étions assis à notre table de cuisine après que Lily soit allée se coucher. Ils font partie de la famille. Le lendemain matin, j'ai contacté les services de protection de l'enfance et j'ai commencé la procédure pour demander la garde temporaire d'Emma et Jacques. La travailleuse sociale semblait soulagée qu'un membre de la famille se manifeste. Les enfants étaient en famille d'accueil d'urgence depuis 3 jours, effrayés et confus. Il n'y a qu'une chose, a mentionné la travailleuse sociale vers la fin de notre appel. Votre mère a également déposé une demande de garde. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ma mère, la femme qui avait critiqué chaque choix parental que j'avais jamais fait, voulait s'occuper de 2 enfants traumatisés. Cela n'avait aucun sens. Es-tu sûr, ai-je demandé bêtement. Oui, Evelyn Peterson a déposé hier. Elle a dit qu'elle était la grand-mère maternelle et qu'elle pensait que les enfants seraient mieux avec elle. Un froid s'est installé dans mon estomac. Il ne s'agissait pas d'Emma et Jacques. Il s'agissait de contrôle, de prouver que c'était elle, pas moi, qui savait ce qui était le mieux pour les enfants. C'était la déclaration ultime de son manque de foi en moi en tant que mère. J'ai essayé de l'appeler immédiatement, mais elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a envoyé un SMS. Nous laisserons les tribunaux décider ce qui est le mieux pour les enfants. Les tribunaux, mon domaine, sauf que je ne pouvais pas présider une affaire impliquant ma propre famille, et ma mère le savait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'allais comparaître devant le tribunal non pas en tant que juge, mais en tant que pétitionnaire pour la garde, révélant ainsi ma profession. La première séance de médiation a été prévue pour la semaine suivante.
J'ai pris un congé personnel de mes fonctions judiciaires, invoquant une urgence familiale. Le juge en chef Morgan Thompson était compréhensive. Elle était mère elle-même et avait été mon mentor depuis ma nomination. Prends le temps dont tu as besoin, a-t-elle dit. La famille passe avant tout. Je suis arrivé à la salle de médiation pour trouver ma mère déjà assise, sa posture rigide, son visage figé dans cette expression familière de désapprobation. Elle portait un tailleur bleu marine qui semblait neuf, ses cheveux fraîchement colorés et coiffés, chaque détail calculé pour projeter l'image d'une grand-mère capable et responsable. « Bonjour, maman », ai-je dit, m'asseyant en face d'elle. « Adélaïde. » Elle a légèrement hoché la tête. « J'imagine que tu comprends pourquoi j'ai dû faire ça. » En fait, non. Je ne comprends pas du tout. Thomas et moi sommes parfaitement capables de prendre soin d'Emma et Jacques. Elle a donné un petit reniflement dédaigneux. Tu as toujours fait passer ta carrière en premier. Ces enfants ont besoin de stabilité, d'attention, de bons conseils. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit présent. La médiatrice, une femme au visage aimable nommée Patricia, est entrée avant que je puisse répondre à cette insulte. Elle a expliqué le processus et nous a demandé à chacune d'exposer notre cas pour expliquer pourquoi nous devrions avoir la garde des enfants. J'ai parlé de notre maison avec sa chambre d'amis qui pouvait facilement accueillir les 2 enfants. J'ai parlé de Lily, qui était ravie de rencontrer ses cousines. J'ai expliqué que Thomas et moi avions des aménagements de travail flexibles qui nous permettraient d'être disponibles pour les enfants tout en maintenant nos carrières. Puis ma mère a parlé et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ma fille, a-t-elle commencé, sa voix dégoulinant d'inquiétude, n'a jamais pu maintenir la stabilité dans sa vie. Elle passe d'un emploi à l'autre, ne s'installe jamais, court toujours après la prochaine opportunité. Son mari travaille de longues heures et elle laisse sa propre fille avec une nounou la plupart des jours. Ces enfants traumatisés ont besoin de soins et d'une attention constante dont je suis prête à fournir. Je suis retraité avec une maison confortable et des économies. Je peux me consacrer entièrement à eux. La médiatrice m'a regardé. Voulez-vous répondre à la caractérisation de votre mère sur votre historique d'emploi? J'ai ouvert la bouche puis je l'ai refermée. Une partie de moi voulait crier la vérité. Je suis juge. J'occupe le même poste depuis 6 ans, mais une autre partie, l'enfant blessé cherchant toujours l'approbation, ne pouvait pas former les mots. Au lieu de cela, j'ai dit, mon emploi est stable. Je peux fournir des documents. Ma mère a souri finement. Nous verrons. La médiation s'est terminée sans résolution. En sortant, ma mère m'a touché le bras, m'arrêtant dans le couloir. Je fais ça pour le bien des enfants, a-t-elle dit. Tu dois voir qu'il serait mieux avec moi. Non, maman. Ce que je vois, c'est que tu n'as jamais cru en moi, et c'est juste une autre façon de le prouver. Ses yeux se plissèrent. Si tu te souciais vraiment de ces enfants, tu t'écarterais. J'ai retiré mon bras. Si tu te souciais vraiment de moi, tu m'aurais soutenu ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. Je me suis éloigné, mes mains tremblant. Ce n'était plus seulement une question d'Emma et Jacques, bien qu'ils soient toujours ma principale préoccupation. Il s'agissait de 3 décennies de critiques et de doutes. Il s'agissait de s'opposer enfin à la femme qui n'avait jamais pensé que j'étais assez bien. Ce que je ne savais pas alors, c'est jusqu'où elle irait pour gagner. Elle rassemble des preuves contre toi, m'a informé mon avocate, Sophia Winters, lors de notre séance de préparation pour l'audience de garde. Nous étions assis dans son bureau, un espace ensoleillé avec vue sur la ligne d'horizon de Boston qui contrastait vivement avec l'obscurité de notre conversation. Des preuves? Quel genre de preuves, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. Sophia a glissé un dossier sur son bureau. Votre mère a soumis un compte rendu détaillé de ce qu'elle appelle vos défaillances parentales. Elle a des dates, des incidents, des citations. Elle prétend que tu as été négligente envers Lily et que tu le serais de la même manière envers Emma et Jacques. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des pages de critiques méticuleusement documentées couvrant la naissance de Lily jusqu'à notre dernière réunion de famille il y a 3 mois. Chaque erreur perçue, chaque choix parental avec lequel ma mère n'était pas d'accord. Tout noté avec soin avec des dates et des circonstances. 3 avril, il y a 2 ans, Adélaïde est arrivée 45 minutes en retard au dîner de Pâques. Lily était grognon et semblait trop fatiguée. Quand j'ai suggéré que l'enfant avait besoin d'un horaire plus constant, Adélaïde a rejeté ma préoccupation. 28 novembre de l'année dernière,
Lily jouait sans surveillance dans le salon tandis qu'Adélaïde était au téléphone dans la cuisine. L'enfant aurait pu se blesser avec de nombreux dangers. Et ainsi de suite, une chronique d'inadéquation fabriquée qui me faisait passer pour une mère négligente et égocentrique. La dernière entrée m'a glacé le sang. 10 juin de cette année, Adélaïde a admis qu'elle prenait parfois des appels professionnels pendant l'heure du dîner de Lily. Elle privilégie sa carrière aux besoins fondamentaux de l'enfant. Ce schéma de comportement suggère une inaptitude fondamentale à assumer des responsabilités supplémentaires de garde d'enfant. Elle avait tout planifié, ai-je murmuré. Toutes ces visites, ces fois où elle a proposé de garder Lily. Elle construisait un dossier contre moi. Sophia hocha la tête avec gravité. Et elle a recruté des témoins. Ta tante Claire, ta cousine Beth, même ta vieille voisine Madame Sullivan, toutes prêtes à témoigner de tes prétendues lacunes en tant que parent. Je me suis reculé sur ma chaise, sentant comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Ils ne me connaissent même pas. Je vois tante Claire une fois par an à Noël. Beth a déménagé en Californie il y a 5 ans. Et Madame Sullivan, elle a déménagé quand Lily n'était encore qu'un bébé. Votre mère peut être très persuasive, semble-t-il, a dit Sophia. Et les gens sont souvent prêts à faire des déclarations sur des choses qu'ils ne connaissent que très peu directement, surtout quand il s'agit d'affaires de famille. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Thomas, à la maison avec Lily. La travailleuse sociale vient de partir après l'évaluation à domicile. Ça s'est bien passé, je pense. Je t'aime. Au moins, c'était quelque chose. Notre maison était propre, sûre et adaptée aux enfants. Nous avions déjà préparé la chambre pour Emma et Jacques avec des lits jumeaux, une literie colorée et des jouets adaptés à leur âge. La travailleuse sociale semblait impressionnée par notre préparation et le bonheur et le bien-être évident de Lily. Qu'en est-il de mon travail, ai-je demandé à Sophia. Elle continue de dire que je saute d'un emploi à l'autre. Quand la vérité éclatera, c'est-à-dire que je suis juge depuis 6 ans, c'est en fait notre argument le plus solide. Sophia a confirmé que la révélation de la stabilité de votre carrière et de votre poste saperait considérablement sa crédibilité. Mais Adélaïde, je dois demander, pourquoi ne lui avez-vous jamais parlé d'être juge? J'ai regardé par la fenêtre la ville en contrebas, considérant la question. Au début, c'était parce que je savais qu'elle trouverait un moyen de minimiser cela, de faire paraître moins que ce que c'était. Puis, avec le temps, c'est devenu, je ne sais pas, une limite. La seule partie de ma vie qu'elle ne pouvait pas critiquer car elle ne le savait pas. Sophia hocha la tête avec compréhension dans ses yeux. Eh bien, elle est sur le point de le découvrir de la manière la plus publique qui soit. L'audience est prévue pour la semaine prochaine, et le juge Thompson présidera. Morgan, mais elle me connaît. Exactement. Lorsque votre mère a affirmé que vous étiez professionnellement instable, le greffier a reconnu votre nom et l'a porté à l'attention du juge Thompson. Elle a spécifiquement demandé à prendre l'affaire. Une petite étincelle d'espoir a vacillé en moi. Morgan Thompson était juste et intègre. Elle ne montrerait pas de favoritisme, mais elle s'assurerait que la vérité éclate. Ce soir-là, alors que Thomas et moi étions assis sur notre porche arrière, après avoir couché Lily, je lui ai montré la liste documentée par ma mère de mes échecs. C'est dingue, a-t-il dit, sa voix tendue par la colère. Ce sont des moments parentaux complètement normaux tordus pour paraître négligents. Être en retard au dîner de Pâques fait de vous une mère inapte. Prendre un appel professionnel pendant le dîner occasionnellement signifie que vous ne vous souciez pas de votre enfant. Selon ces normes, aucun parent ne serait jugé adéquat. Je me suis appuyé contre son épaule, épuisé. Elle a toujours été comme ça. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Mais je ne pensais pas qu'elle irait si loin. Nous allons nous battre, a dit Thomas fermement. Et nous allons gagner. La vérité est de notre côté. Mais à l'approche de l'audience, ma confiance a vacillé. Des rumeurs se propageaient dans la communauté juridique à propos de l'affaire. Des collègues me regardaient avec curiosité ou pitié. J'avais pris un congé de mes fonctions judiciaires, mais le palais de justice était toujours mon lieu de travail, et maintenant ce serait la scène de ce drame familial douloureux. 2 jours avant l'audience, Thomas m'a trouvé assise par terre dans ce qui serait la chambre d'Emma et Jacques, entourée de livres pour enfants, pleurant silencieusement. Adélaïde, a-t-il dit, s'asseyant à côté de moi et me prenant la main. Parle-moi. Et si elle avait raison, ai-je murmuré. Et si je n'étais pas assez bien? Et si je ne pouvais pas donner à ces enfants ce dont ils ont besoin?
Thomas a pris mon visage dans ses mains, me forçant à le regarder. Écoute-moi. Tu es une mère exceptionnelle pour Lily. Tu seras une tante et une tutrice exceptionnelle pour Emma et Jacques. La voix de ta mère dans ta tête n'est pas la vérité. Elle ne l'a jamais été. J'ai hoché la tête, voulant désespérément le croire. Le lendemain de l'audience, nous avons rencontré Emma et Jacques pour la première visite supervisée que les services de protection de l'enfance avaient organisée. C'étaient de beaux enfants avec les cheveux sombres de Nathalie et des yeux solennels. Emma, l'aînée de 6 ans, protégeait son jeune frère, vérifiant constamment s'il allait bien. Jacques, âgé de 4 ans, était timide mais curieux, nous regardant par-dessus l'épaule de sa sœur. « Salut », ai-je dit, me mettant à genoux à leur hauteur. « Je suis votre tante Adélaïde, et voici votre oncle Thomas. Et voici votre cousine, Lily. » Lily, ravie de rencontrer sa cousine, s'est avancée avec un livre à la main. « Aimes-tu les histoires ?» leur a-t-elle demandé. Emma a hoché prudemment la tête. « Moi aussi », a dit Lily, et elle s'est assise en tailleur par terre, tapotant l'espace à côté d'elle. Lentement, Emma et Jacques l'ont rejointe, et alors que Lily commençait à lire le livre qu'elle avait mémorisé, j'ai vu le premier signe de détente dans leur petit corps. Thomas m'a serré la main, et à ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que nous faisions la bonne chose. Ces enfants nous appartenaient, faisaient partie de notre famille, et je me battrais de toutes mes forces pour que cela se produise. Ce soir-là, je ne pouvais pas dormir. J'imaginais sans cesse la salle d'audience, les accusations de ma mère, la révélation publique de ma carrière. Demain, tout allait changer. Pour le meilleur ou pour le pire, la vérité finirait par éclater. Le matin de l'audience s'est annoncé clair et ensoleillé. Une belle journée de juin qui dissimulait la tempête qui grondait dans le palais de justice. Je me tenais sur les marches du bâtiment où j'entrais normalement par les chambres judiciaires, me sentant étrangement désorienté. Aujourd'hui, j'entrerai par l'entrée principale comme tout autre citoyen en quête de justice. Prête, a demandé Thomas, ses mains stables sur mon dos. J'ai hoché la tête, bien que prête soit la dernière chose que je ressentais. Nous nous étions habillés soigneusement ce matin-là, professionnels mais accessibles. Je portais une robe bleu marine avec un gilet léger. Des choix délibérés pour projeter stabilité et chaleur. Thomas portait un costume gris. Sa cravate porte-bonheur, celle que Lily avait choisie pour lui lors de son dernier anniversaire. À l'intérieur du palais de justice, l'activité battait déjà son plein pour la journée. Quelques collègues m'ont fait un signe de tête en passant, leurs expressions soigneusement neutres. La nouvelle de l'affaire s'était répandue, et je pouvais sentir des regards curieux nous suivre alors que nous nous dirigions vers la salle d'audience désignée. Ma mère était déjà là, assise à côté de son avocat, un homme aux traits aiguisés nommé Richard Arlo, connu pour ses tactiques agressives au tribunal de la famille. Elle portait un tailleur gris conservateur avec un collier de perles, ses cheveux parfaitement coiffés, l'image même d'une grand-mère digne. Quand elle m'a vu, elle a redressé les épaules mais ne m'a pas reconnu autrement. La travailleuse sociale d'Emma et Jacques, mademoiselle Patel, était assise au premier rang, un épais dossier sur ses genoux. Elle avait visité notre maison et celle de ma mère pendant la phase d'évaluation. Son rapport aurait un poids considérable dans la décision du juge. Précisément à 9 heures, le huissier a ordonné le calme et le juge en chef Morgan Thompson est entré. Grande et imposante dans sa robe noire aux cheveux sombres traversés d'argent, elle commandait le respect par sa simple présence. Elle a fait un signe de tête à la cour et a pris son siège. Nous sommes ici dans l'affaire de la tutelle des mineurs Emma et Jacques Collins, a-t-elle commencé, sa voix claire et autoritaire. Je comprends que tant la tante maternelle Adélaïde Bennett que la grand-mère maternelle Evelyn Peterson demandent la garde. Les questions préliminaires ont été traitées par des déclarations formelles des deux avocats. Sophia a présenté notre cas en premier, soulignant notre foyer stable, notre sécurité financière et notre engagement à maintenir les frères et sœurs ensemble dans un environnement familial aimant avec leur cousine. Elle a mentionné mon emploi stable sans spécifier mon rôle de juge, comme nous avions convenu de laisser cette révélation venir naturellement. Puis Richard Arlo s'est levé pour le cas de ma mère. Son déclaration d'ouverture a brossé le tableau de ma mère comme la grand-mère désintéressée prête à consacrer ses années de retraite à élever ses petits-enfants, par opposition à moi, la nièce prétendument obsédée par sa carrière qui ne pouvait être fiable. Votre honneur, a-t-il conclu, nous présenterons des preuves que l'environnement familial et l'historique d'emploi de mademoiselle Bennett la rendent fondamentalement inapte comme tutrice pour ses enfants vulnérables. J'ai senti Thomas se tendre à côté de moi à ces mots. J'ai serré sa main silencieusement, l'exhortant à rester calme.
Nous avions anticipé cette approche. Les premiers témoins étaient des références de caractère pour les deux parties. Les parents de Thomas ont témoigné de nos capacités parentales et de notre foyer stable. Ma collègue du palais de justice, le juge David Chen, a soigneusement évité de mentionner mon rôle judiciaire tout en attestant de mon caractère et de mon intégrité. Puis sont venus les témoins de ma mère. Ma tante Claire a témoigné, évitant nerveusement mon regard, alors qu'elle confirmait qu'elle avait des préoccupations concernant ma façon d'élever Lily, basée sur des réunions de famille où je semblais distraite avec Lily. Lors de l'interrogatoire croisé, Sophia a établi que tante Claire ne m'avait vu avec Lily que 4 fois en 8 ans, ce qui était à peine suffisant pour se forger une opinion complète de ma maternité. Ma cousine Beth a témoigné par liaison vidéo depuis la Californie, répétant presque mot pour mot des phrases que je reconnaissais dans la liste documentée par ma mère de mes échecs. Quand Sophia lui a demandé quand elle m'avait vu pour la dernière fois en personne, elle a admis que c'était il y a 5 ans lors d'une réunion de famille quand Lily avait 3 ans. Au milieu de la matinée, c'était le tour de ma mère de témoigner. Elle s'est installée sur le banc des témoins avec la confiance posée de quelqu'un qui croyait absolument en sa propre droiture. Richard Arlo l'a guidée à travers des questions préparées sur sa relation avec Emma et Jacques, sa maison, sa stabilité financière et sa disponibilité pour s'occuper des enfants. Puis vint l'attaque que je redoutais. Madame Peterson, avez-vous des inquiétudes quant à la capacité de votre fille à fournir un foyer stable à ses enfants, a demandé Arlo. Ma mère a soupiré, une performance de réticence qui me faisait grincer des dents. Je ne veux pas dire de mal de ma fille. Elle a commencé, la définition même de dire du mal. Mais Adélaïde a toujours eu du mal à s'engager et à suivre. En tant que mère, je l'ai vue passer d'un intérêt à l'autre, d'un emploi à l'autre, sans jamais s'installer. Même avec Lily, elle semble plus préoccupée par sa carrière que par les besoins de son enfant. Pourriez-vous développer son historique d'emploi, a suggéré Arlo. C'était ça, le moment de vérité. Ma mère s'est légèrement penchée en avant, sa voix prenant un ton de triste préoccupation. Adélaïde n'a jamais gardé un emploi plus d'1 an ou 2. Juste après la faculté de droit, elle a travaillé dans un cabinet, puis est partie pour travailler pour un juge, puis est devenue une sorte de procureure adjointe, puis autre chose. Elle change constamment de poste, prétendant toujours que c'est un pas en avant, mais ne trouvant jamais la satisfaction. Elle peut à peine garder un emploi. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Je suis resté parfaitement immobile, me sentant étrangement calme maintenant que l'accusation avait finalement été explicitement formulée. La main de Thomas s'est serrée autour de la mienne. Et vous pensez que cette instabilité d'emploi affecte sa maternité, a continué Arlo. Bien sûr que oui. Les enfants ont besoin de constance, de stabilité. L'agitation d'Adélaïde, ces changements constants de carrière créent un environnement imprévisible. Emma et Jacques ont déjà connu trop d'instabilité avec les problèmes de ma plus jeune fille. Ils ont besoin d'un roc, pas d'une autre personne dont les priorités sont ailleurs. J'ai senti une larme couler sur ma joue et je l'ai rapidement essuyée. Ce n'était pas seulement des mots cruels. C'était une incompréhension fondamentale de qui j'étais, de qui j'avais toujours été. Ma mère croyait vraiment que j'étais incapable, peu fiable, inadéquate. Quand Richard Arlo a terminé son interrogatoire, Sophia s'est levée pour l'interrogatoire croisé. Elle s'est approchée du banc des témoins d'un pas mesuré. Madame Peterson, a-t-elle commencé. Quelle est la dernière fois que votre fille vous a parlé d'un changement d'emploi? Ma mère fronça légèrement les sourcils. Elle ne me le dit pas toujours directement, mais je sais qu'elle a beaucoup déménagé dans la profession juridique. Donc, vous ne connaissez pas réellement son statut d'emploi actuel ni son poste. Je sais qu'elle travaille comme une sorte d'avocate, a dit ma mère avec dédain. Les détails changent si souvent qu'il est difficile de suivre. Sophia hocha pensivement la tête. Votre honneur, j'aimerais introduire des preuves concernant l'historique d'emploi de Miss Bennett. Le juge en chef Thompson hocha la tête. Procédez. Sophia a tendu un document au greffier qui a passé des copies au juge, à l'avocat de ma mère et à ma mère. Il s'agit d'un relevé vérifié de l'historique d'emploi d'Adélaïde Bennett depuis l'obtention de son diplôme de Harvard Law School il y a 8 ans. Ma mère a jeté un coup d'œil au papier, son expression inchangée. Madame Peterson, voudriez-vous s'il vous plaît lire la dernière entrée de ce relevé d'emploi, comme l'a demandé Sophia? Ma mère plissa les yeux sur le document. Il est indiqué juge au tribunal de la famille, district 6 du Massachusetts. Durée 6 ans à ce jour. Elle a levé les yeux, la confusion traversant ses traits.
La salle d'audience était devenue complètement silencieuse. Tous les yeux se déplaçaient entre ma mère et moi. Le juge en chef Thompson s'éclaircit la gorge. Pour mémoire, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Je peux confirmer qu'Adélaïde Bennett a servi comme juge dans ce même palais de justice au cours des 6 dernières années. Elle est l'une des plus jeunes juges jamais nommées dans notre district et possède un dossier exemplaire sur le banc, en particulier dans les affaires impliquant le bien-être des enfants. Le visage de ma mère est devenu blanc. Sa main tenant toujours le relevé d'emploi tremblait visiblement. Elle est juge depuis 6 ans. Le juge en chef a répété les mots, suspendus dans l'air comme un verdict. Richard Harlow s'est penché pour murmurer quelque chose à ma mère, qui a légèrement secoué la tête, me regardant toujours avec une expression d'incrédulité. Madame Peterson, a continué Sophia gentiment. Étant donné ces informations, souhaitez-vous réviser votre déclaration concernant la stabilité d'emploi de votre fille? Ma mère déglutit difficilement. Je n'étais pas au courant de ce poste. Parce que votre fille a arrêté de vous informer de ses réussites professionnelles après des années d'avoir été ignorée et critiquée. Est-ce exact? Avant que ma mère ne puisse répondre, Richard Harlow s'est levé. Objection, votre honneur. Le conseil témoigne. Maintenu, a dit le juge en chef Thompson. Miss Winters, veuillez reformuler. Sophia hocha la tête. Madame Peterson, quelle est la dernière fois que vous avez exprimé de la fierté ou de l'approbation concernant une des réalisations professionnelles de votre fille? Les yeux de ma mère tombèrent sur ses mains. Je ne me souviens pas spécifiquement. Pas d'autres questions, votre honneur, a dit Sophia, retournant s'asseoir à côté de moi. Alors que ma mère descendait du banc des témoins, ses épaules s'affaissèrent d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pour la première fois dans ma mémoire, elle avait l'air petite. Le témoin suivant fut mademoiselle Patel, la travailleuse sociale qui a témoigné que les 2 maisons étaient physiquement appropriées pour les enfants, mais que sa recommandation favorisait leur placement chez nous en raison de la présence d'une cousine d'âge proche et de l'unité familiale solide que nous avions démontrée. Finalement, ce fut mon tour de témoigner. En prêtant serment, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. La vérité était sortie maintenant. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne porterai plus le poids de ce secret. Sophia m'a interrogé sur notre maison, nos projets pour intégrer Emma et Jacques dans notre famille, et ma relation avec ma sœur Nathalie. Puis elle a abordé l'éléphant dans la pièce. Adélaïde, pourriez-vous expliquer à la cour pourquoi vous n'avez jamais informé votre mère de votre poste de juge? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé directement ma mère pour la première fois ce jour-là. Depuis que j'étais enfant, rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Chaque réussite était accueillie par des critiques, chaque objectif rejeté comme irréaliste. Lorsque j'ai été nommé au tribunal il y a 6 ans, j'ai pris la décision de ne pas partager cette information avec ma mère parce que je voulais qu'une partie de ma vie soit libre de son jugement. Je voulais faire mon travail sans entendre toutes les façons dont elle pensait que j'échouais. La salle d'audience était silencieuse pendant que je continuais. Je ne suis pas une personne instable. Je ne suis pas une mère inadéquate. J'ai construit une carrière dont je suis fier, une famille que j'adore et une maison où Lily s'épanouit. Emma et Jacques méritent le même environnement. Ils méritent de grandir en croyant en eux-mêmes, pas en remettant constamment en question leurs valeurs. Quand Sophia a terminé ses questions, Richard Harlow a refusé de me contre-interroger. Il n'y avait plus rien à contester. Le juge en chef Thompson a demandé une interruption avant de rendre sa décision. Alors que nous sortions de la salle d'audience, j'ai aperçu ma mère assise seule sur un banc dans le couloir, l'air perdu. Pendant un moment, j'ai failli aller vers elle. Puis Thomas m'a touché le bras et nous sommes sortis pour respirer l'air frais et nous préparer à ce qui allait suivre. La salle d'audience semblait plus bondée à notre retour après l'interruption, la nouvelle de la révélation dramatique s'étant répandue. J'ai gardé les yeux fixés devant moi en nous installant, évitant les regards curieux des spectateurs. Thomas s'est assis à côté de moi, sa présence stable, un réconfort alors que nous attendions la décision du juge en chef. Ma mère est entrée en dernière, son avocat la guidant vers leur table. Elle avait l'air diminuée d'une manière ou d'une autre, sa confiance antérieure remplacée par une incertitude rigide. Quand nos regards se sont brièvement croisés, elle a rapidement détourné les yeux, un geste qui en disait long sur la façon dont la dynamique de pouvoir entre nous avait changé. Le juge en chef Thompson est revenu au banc, son expression illisible, alors qu'elle s'installait dans sa chaise et arrangeait les papiers devant elle. La salle d'audience est tombée dans un silence d'anticipation.
Après avoir soigneusement examiné tous les témoignages et preuves présentés aujourd'hui, a-t-elle commencé, j'ai pris une décision dans l'affaire de la tutelle d'Emma et Jacques Collins. Elle a décrit les facteurs pris en compte, la stabilité des deux foyers, la relation avec les enfants, les systèmes de soutien en place et les recommandations de la travailleuse sociale. J'ai retenu ma respiration, sentant la main de Thomas se serrer autour de la mienne. Bien que je reconnaisse le désir sincère de Madame Peterson de s'occuper de ses petits-enfants, je trouve que le placement chez Adélaïde et Thomas Bennett offre l'environnement le plus bénéfique pour les enfants à l'heure actuelle. La présence d'une cousine d'âge proche, les capacités parentales démontrées et la forte recommandation de la travailleuse sociale soutiennent toute cette décision. Le soulagement m'a envahi si puissamment que pendant un moment, je n'ai rien entendu d'autre de ce que disait la juge. Nous avions gagné. Emma et Jacques viendraient avec nous. De plus, le juge en chef Thompson a poursuivi, j'ordonne un calendrier de visite qui inclut des contacts réguliers avec Madame Peterson, reconnaissant l'importance de maintenir cette relation grand-parentale. Les détails de ce calendrier seront réglés avec l'aide des services familiaux. L'avocat de ma mère s'est penché pour lui murmurer quelque chose, mais elle a légèrement secoué la tête, ses yeux fixés sur la surface de la table devant elle. Ce tribunal conservera la compétence pour modifier ses arrangements à mesure que les circonstances changent, y compris la réunification potentielle avec la mère après l'achèvement réussi de son programme de réadaptation. La cour est ajournée. Le marteau a frappé et la tension qui m'avait tenu rigide pendant toute l'audience s'est finalement relâchée. Thomas m'a serré dans ses bras et j'ai enfoui mon visage contre son épaule, submergé par l'émotion. « Félicitations », a dit chaleureusement Sophia alors que les gens commençaient à quitter la salle d'audience. C'est le bon résultat pour ses enfants. J'ai hoché la tête, incapable de former des mots au-delà de la boule dans ma gorge. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, j'ai remarqué ma mère toujours assise à sa table, maintenant seule, alors que son avocat parlait avec le greffier de la cour de l'autre côté de la pièce. Sur une impulsion, je me suis approché d'elle. « Maman », ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux, son expression un mélange complexe d'émotions que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De la douleur, certainement, de la colère, peut-être, mais aussi quelque chose qui pouvait être de la honte. « 6 ans, a-t-elle dit, sa voix à peine audible. « Tu es juge depuis 6 ans, et je ne le savais pas, tu n'as jamais demandé, ai-je répondu simplement. Tu supposais que j'échouais. Elle a légèrement sursauté à mes mots. J'essayais de te protéger de la déception. Le monde est dur, Adélaïde. Je voulais que tu sois préparée en m'assurant de ne jamais te sentir assez bien. Ce n'était pas de la protection. C'était du contrôle. Ses lèvres se sont pressées en une ligne mince. Tu as toujours été si têtu, si convaincu que tu savais mieux que moi. Et j'ai prouvé que j'avais raison, ai-je dit, pas méchamment. Maman, j'ai construit une vie dont tu ne sais rien parce que tu n'as jamais pris la peine de me voir vraiment, de m'écouter. Tu as créé une version de moi dans ta tête qui n'existe pas, elle a détourné le regard, ramassant son sac à main et se levant brusquement. Le juge a dit, j'ai des visites avec les enfants. Oui, et nous les honorerons. Mais il y aura des limites, maman. Je ne permettrai pas à Emma et Jacques de grandir en ressentant la même chose que moi, constamment critiqués et diminués. Je n'ai jamais, commença-t-elle, puis s'arrêta. Pour peut-être la première fois dans notre relation, elle semblait désemparée. Nous pouvons parler des dispositions la semaine prochaine, ai-je dit. Pour l'instant, Thomas et moi devons nous préparer à ramener Emma et Jacques à la maison. Je me suis tourné pour partir, mais sa voix m'a arrêté. Adélaïde. Elle a hésité. Félicitations pour être devenue juge. C'est une belle réussite. Les mots étaient raides, maladroits, comme si elle parlait une langue étrangère, mais c'était le plus proche de l'approbation qu'elle m'ait offert depuis des décennies. J'ai hoché la tête une fois en signe de reconnaissance, puis je me suis éloigné pour rejoindre Thomas et Sophia près de la porte. Dehors, devant le palais de justice, le vif soleil de l'après-midi semblait symbolique, illuminant un nouveau chapitre dans la vie de nous tous. Thomas a appelé la travailleuse sociale pour organiser l'emménagement d'Emma et Jacques le lendemain. Je me tenais sur les marches, respirant profondément, me sentant à la fois victorieuse et étrangement triste. « Tu vas bien ?» a demandé Thomas, glissant son bras autour de ma taille. « Oui », ai-je dit. « C'est juste que je n'ai jamais voulu que cela arrive ainsi. Une confrontation publique, nos problèmes familiaux exposés au tribunal. Je sais, mais peut-être que ça devait arriver. Ta mère vit dans une fiction qu'elle a créée pendant des années. Maintenant,
elle doit faire face à la réalité. Nous sommes rentrés en voiture pour préparer l'arrivée des enfants, nous arrêtant pour acheter une bannière de bienvenue que Lily insistait pour faire elle-même. Alors que j'aidais Lily avec les lettres, guidant soigneusement ses petites mains, j'ai fait le vœu silencieux que ses enfants sauraient toujours qu'ils étaient assez bien, exactement tels qu'ils étaient. Ce soir-là, alors que nous finissions le dîner, la sonnette a retenti. Thomas est allé répondre pendant que j'aidais Lily à son dessert. Un moment plus tard, il est revenu dans la cuisine avec une visiteuse inattendue. Ma mère se tenait maladroitement dans notre salle à manger, ayant l'air déplacée et mal à l'aise. Lily, toujours amicale, leur a fait un signe joyeux. « Salut, mamie. »« Bonjour, Lily » a dit ma mère, sa voix plus douce que d'habitude. Ensuite, pourrais-je vous parler en privé? Thomas m'a fait un signe de tête. Je vais préparer Lily pour le bain. Prenez votre temps. J'ai conduit ma mère dans le salon, lui faisant signe de s'asseoir sur le canapé pendant que je prenais la chaise en face. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Votre maison est belle, a-t-elle dit finalement, jetant un regard autour d'elle de l'espace confortable et vécu avec des jouets soigneusement regroupés dans des bacs colorés et des photos de famille sur chaque surface. Merci, ai-je répondu, attendant ce qui l'avait amenée ici. Elle a lissé sa jupe sur ses genoux, un geste nerveux que j'avais rarement vu chez elle. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé aujourd'hui, à ce que tu as dit. Je suis restée silencieuse, lui laissant l'espace de continuer. Peut-être que j'ai été trop critique au fil des ans. Je pensais que je te préparais à un monde qui te jugerait durement. Je ne voulais pas que tu sois déçu quand les choses ne se passeraient pas comme tu l'espérais. Mais les choses se sont bien passées, maman. Je suis devenu exactement ce que j'ai dit vouloir devenir, et tu l'as manqué parce que tu étais si certaine que j'échouerais. Elle a légèrement sursauté. Oui, je le vois maintenant. Elle a fait une pause, luttant visiblement avec ce qu'il fallait dire ensuite. Adélaïde, je ne sais pas comment être différente de ce que je suis, mais j'aimerais essayer. Pour le bien d'Emma et Jacques, et pour celui de Lily, et peut-être aussi pour nous. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais venant de ma mère, c'était extraordinaire, au moins une reconnaissance que quelque chose devait changer. Cela prendra du temps, ai-je dit prudemment. La confiance se construit lentement, surtout après avoir été brisée à plusieurs reprises. Elle hocha la tête, les yeux baissés. Je comprends. Je veux juste une chance. Nous pouvons commencer par le calendrier de visite pour Emma et Jacques, ai-je proposé. Peut-être que vous pourriez venir pour les dîners du dimanche. Passez un peu de temps à apprendre à les connaître dans notre maison d'abord, où ils se sentent en sécurité. J'aimerais ça, a-t-elle dit. Et pendant un bref instant, j'ai entrevu quelque chose dans ses yeux. J'avais cherché toute ma vie le respect. Alors qu'elle se levait pour partir, elle s'est arrêtée près de la cheminée où se trouvait une photo de moi dans ma robe de juge, Thomas et Lily, à mes côtés lors de ma cérémonie d'investiture. Tu as l'air très distingué, a-t-elle dit doucement. Ton père aurait été fier. Elle est partie avant que je puisse répondre, la mention de mon père apportant une nouvelle douleur à mon cœur. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, la regardant marcher vers sa voiture. Cette femme compliquée qui avait façonné une si grande partie de ce que j'étais, pour le meilleur et pour le pire. Thomas m'a retrouvé quelques minutes plus tard, regardant toujours la rue maintenant vide. Qu'est-ce qu'elle voulait, a-t-il demandé gentiment. Une seconde chance, je crois. Il m'a serré dans ses bras par derrière, posant son menton sur mon épaule. Vas-tu la lui donner? J'ai considéré la question avec soin, pas inconditionnellement, mais oui, une chance pour le bien des enfants, et peut-être pour le sien aussi. Elle n'est plus jeune, a dit Thomas. Je pense que tu as raison. Thomas, je ne veux pas regretter plus tard de ne pas avoir essayé. Il hocha la tête contre mon épaule. Tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse, Adélaïde Bennett, et la plus compatissante. Ce soir-là, en vérifiant une dernière fois Lily avant de dormir, en la regardant dormir paisiblement à la lueur de sa veilleuse, j'ai pensé à l'héritage que nous transmettons à nos enfants. Pas seulement nos traits ou nos manières, mais nos blessures, nos peurs, nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde. J'avais passé 30 ans à croire que je n'étais jamais assez bien parce que c'était ce que ma mère m'avait appris. Je ne transmettrai pas cette croyance à Lily ni à Emma et Jacques. Demain apporterait de nouveaux défis, intégrer 2 enfants traumatisés dans notre foyer, établir des limites avec ma mère, équilibrer mon retour au tribunal avec mes responsabilités familiales élargies. Mais ce soir, dans le silence de la chambre de ma fille,
je me sentais prête pour ce qui allait arriver. Pour la première fois de ma vie, je savais avec une certitude absolue que j'étais assez bien. 3 mois après la révélation au tribunal, je me tenais dans mon cabinet, ajustant ma robe de juge avant de me rendre au tribunal. Le poids familier du tissu noir se posait sur mes épaules, un rappel physique de l'autorité que j'avais gagnée et de la responsabilité que je portais. Sur mon bureau se trouvaient 3 photos encadrées. Une de Thomas et moi le jour de notre mariage, une de Lily à sa fête de 5e anniversaire, et un nouvel ajout, Emma et Jacques riant alors qu'ils jouaient dans le gicleur de notre jardin avec Lily. Mon retour au banc après l'audience de garde a été accueilli par un respect silencieux de la part de mes collègues. Personne n'a mentionné l'affaire directement, mais j'avais reçu plusieurs notes de soutien et un hochement de tête connaisseur occasionnel dans les couloirs du palais de justice. Le juge en chef Thompson était passé par mon cabinet le premier jour de mon retour. La famille passe avant tout, Adélaïde, avait-elle dit simplement, mais nous sommes heureux de vous avoir de retour. Les enfants qui se présentent devant ce tribunal ont besoin de juges qui comprennent ce qui est réellement en jeu, je l'avais remerciée non seulement pour ses paroles, mais pour son rôle dans la révélation de la vérité. Elle avait écarté ma gratitude. La vérité a une façon d'émerger quand elle est le plus nécessaire. À la maison, nous nous étions installés dans un nouveau rythme, 5 au lieu de 3. Emma et Jacques étaient arrivés avec de petites valises et des expressions méfiantes, incertains de ce nouvel arrangement. Lily s'était immédiatement nommé leur guide touristique personnel, leur montrant la balançoire dans l'arbre du jardin, le placard secret sous les escaliers où nous gardions les jeux de société, et le tiroir de cuisine dédié aux fournitures d'art. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez ici, leur avait-elle dit solennellement. Sauf les paillettes. C'est seulement pour les projets spéciaux parce que papa dit que ça se multiplie quand vous ne regardez pas, les premières semaines avaient été difficiles. Jacques avait des cauchemars qui le faisaient crier au réveil, son petit corps tremblant de terreur jusqu'à ce que l'un de nous puisse l'atteindre. Emma, protectrice et vigilante, avait initialement insisté pour superviser chaque interaction entre son frère et nous, comme si elle ne croyait pas tout à fait que nous prendrions correctement soin de lui. Thomas et moi avions établi une routine stable, comprenant que la constance les aiderait à se sentir en sécurité. Les couchers, les repas, les heures de jeu suivaient un schéma prévisible. Lentement, les enfants ont commencé à se détendre. Les cauchemars de Jacques sont devenus moins fréquents. Emma a commencé à jouer davantage et à moins superviser. Ils ont commencé à se sentir comme faisant partie de notre famille plutôt que comme des visiteurs dans notre maison. Nathalie appelait chaque semaine depuis sa cure de désintoxication, sa voix plus forte à chaque fois. Elle parlait à ses enfants avec un mélange d'amour et de regret qui me brisait le cœur. « Je vais mieux », leur disait-elle. Tante Adélaïde et oncle Thomas prendront bien soin de vous jusqu'à ce que je puisse. Je lui avais rendu visite 2 fois, voyant par moi-même les progrès qu'elle faisait. Cette fois semblait différente de ses précédentes tentatives de sobriété. Il y avait une détermination dans ses yeux qui avait été absente auparavant, une acceptation claire de sa responsabilité. « Merci », m'avait-elle dit lors de ma dernière visite, tendant la main par-dessus la table pour serrer la mienne, de donner à mes enfants un foyer, de ne pas m'abandonner. « Nous sommes une famille », avais-je répondu simplement. « Nous prenons soin les uns des autres. » Ma mère avait tenu sa promesse d'essayer de changer. Les dîners du dimanche étaient devenus une occurrence régulière, elle arrivant précisément à 16h chaque semaine, un dessert fait maison ou un livre pour enfants à la main. Elle était différente avec Emma et Jacques qu'elle ne l'avait été avec moi, plus patiente, moins critique. Je la regardais interagir avec eux, et avec Lily, notant l'effort qu'elle faisait pour louer leurs réalisations, pour écouter leurs histoires, pour s'engager avec eux à leur niveau. Elle apprenait encore. Les vieilles habitudes surgissaient dans des moments d'inattention, un commentaire critique sur ma cuisine ou un regard sceptique quand je mentionnais un cas difficile au travail. Mais maintenant, elle se rattrapait parfois en plein milieu d'une phrase et se réorientait. « Ce poulet est un peu sec », avait-elle dit lors d'un dîner, puis elle s'était arrêtée, recalibrant visiblement. « Mais la saveur est merveilleuse. Pourriez-vous partager la recette ?» C'était un progrès, maladroit et imparfait, mais sincère. Nous bâtissions quelque chose de nouveau entre nous. Pas le lien mère-fille inconditionnel que j'avais désiré dans mon enfance, mais une relation respectueuse entre adultes qui essayaient de mieux se comprendre. La conversation la plus significative était venue de manière inattendue un mardi soir ordinaire lorsqu'elle était passée déposer une veste qu'Emma avait laissée chez nous. Les enfants étaient déjà couchés, et Thomas travaillait tard. Nous nous sommes retrouvés assis sur le porche arrière, regardant les lucioles s'élever de la pelouse alors que le crépuscule nous enveloppait. « J'ai trouvé les journaux de ton père »,
a-t-elle dit brusquement. Quand j'ai nettoyé le grenier la semaine dernière, je ne savais pas qu'il les gardait. Je me suis tournée pour la regarder, surprise. Papa gardait des journaux. Elle hocha la tête. Pendant des années, semble-t-il. Je les ai lus. Elle a hésité, puis a continué. Il écrivait souvent sur toi, sur sa fierté de ta détermination, de ton sens de la justice. Il pensait que tu ferais des choses extraordinaires. La mention de mon père, parti depuis si longtemps maintenant, m'a causé une douleur familière. Il ne me l'a jamais dit. Non, a-t-elle accepté doucement. Il me l'a dit plus tôt, à maintes reprises. James disait toujours que j'étais trop dur avec toi, que je te préparais mal aux déceptions de la vie. Il t'équilibrait, ai-je dit, réalisant la vérité en parlant, jusqu'à ce qu'il soit parti et qu'il n'y ait plus que ta voix. Elle est restée silencieuse un long moment. Je suis désolé, Adélaïde, de ne pas t'avoir vu clairement, de ne pas t'avoir fait confiance pour trouver ta propre voie. Les mots sortaient difficilement, comme si chacun demandait un grand effort. J'avais tellement peur que tu sois blessé par l'échec que je ne t'ai jamais laissé la place de réussir. C'étaient les excuses que j'attendais depuis des décennies. J'ai senti des larmes me monter aux yeux, mais je n'ai pas essayé de les cacher. Merci de l'avoir dit. Nous sommes restés assis en silence alors que l'obscurité tombait complètement. L'espace entre nous était rempli de mots non dits et d'une histoire partagée. Ce n'était pas une réconciliation parfaite, pas un effacement des blessures passées, mais c'était un début. Dans les mois qui ont suivi, je me suis retrouvé à réfléchir souvent à la nature du jugement, tant dans mon tribunal que dans ma vie personnelle. À quelle vitesse nous sommes-nous à évaluer les autres sur la base d'informations incomplètes, à attribuer des motivations et des capacités, basées sur nos propres peurs et expériences plutôt que de voir ce qui est vraiment devant nous. En tant que juge, je m'étais toujours fier de mon objectivité, de ma capacité à voir au-delà des apparences pour la vérité cachée. Pourtant, j'avais échoué à reconnaître à quel point le jugement de ma mère sur moi avait façonné ma propre perception de moi-même, comment j'avais porté sa voix critique en moi, même en construisant une vie qui défiait ses attentes. Un soir, alors que j'aidais Emma à faire ses devoirs, pendant que Jacques et Lily construisaient une forteresse élaborée dans le salon, Thomas est venu se tenir dans l'embrasure de la porte, nous regardant avec un sourire. « À quoi penses-tu » ai-je demandé, remarquant son expression. « Je pense juste à tout le chemin que nous avons parcouru » a-t-il dit. Emma m'a demandé aujourd'hui si elle pouvait parfois nous appeler maman et papa. Pas pour remplacer Nathalie, elle a précisé, mais parce qu'elle a l'impression d'avoir deux ensembles de parents maintenant. J'ai jeté un coup d'œil à Emma, penchée studieusement sur ses problèmes de mathématiques, ses cheveux sombres tombant en avant pour cacher son visage. Qu'est-ce que tu lui as dit? Nous avons dit que nous serions honorés, mais que c'était entièrement son choix. Aucune pression dans un sens comme dans l'autre. Ce soir-là, alors que nous nous préparions pour le coucher, j'ai partagé avec Thomas la réalisation qui se formait en moi au cours des derniers mois. J'ai passé une si grande partie de ma vie à chercher l'approbation de ma mère, à laisser son jugement définir ma valeur. Je ne veux pas qu'Emma et Jacques ou Lily aient jamais l'impression que leur valeur dépend de la satisfaction des attentes de quelqu'un d'autre. Ils ne le feront pas, m'a assuré Thomas, parce que tu le sais mieux. Tu brises le cycle chaque jour par la façon dont tu les aimes, par la façon dont tu les vois, pour qui ils sont vraiment. Le week-end suivant, j'ai emmené les enfants rendre visite à Nathalie au centre de réadaptation. Elle était sobre depuis 8 mois maintenant, travaillant à temps partiel au bureau du centre et faisant des projets pour son avenir. Les enfants ont couru vers elle, leur réserve initiale remplacée par une joie sincère à voir leur mère en bonne santé et présente. En les regardant ensemble, j'ai ressenti un sentiment de rectitude. C'est ce que la famille devrait être. Des gens imparfaits qui s'aiment à travers les erreurs et la croissance, se soutenant dans leur guérison sans jugement ni condition. Ma mère nous a rejoints pour le dîner ce soir-là, apportant une lasagne et une conversation décontractée qui aurait été inimaginable un an plus tôt. Alors que nous étions assis à table, les enfants bavardant de leur visite avec Nathalie, j'ai surpris ma mère me regardant avec une expression que j'avais rarement vue sur son visage, quelque chose de proche de l'admiration. Plus tard, alors qu'elle se préparait à partir, elle s'est arrêtée près de la porte. « Tu as créé quelque chose de beau ici, Adélaïde. Une maison où chacun se sent valorisé. » Elle a hésité, puis a ajouté. « J'apprends de toi. » Ces mots, si simples, mais si profonds, venant d'elle, sont restés avec moi dans les jours qui ont suivi. L'idée que ma mère puisse apprendre de moi, puisse voir de la valeur dans mon approche de la famille et de la vie,
représentait un changement fondamental dans notre relation. Dans mon cabinet, me préparant pour une autre journée au tribunal, j'ai réfléchi au voyage qui m'y avait mené. De la petite fille désespérée d'approbation au juge qui fait respecter la justice pour les familles en crise, de la fille blessée par les critiques à la mère déterminée à briser ce schéma. Le chemin n'avait pas été facile, mais il m'avait mené à un endroit de force et de clarté que je n'aurais peut-être jamais trouvé autrement. J'ai redressé ma robe une dernière fois et j'ai ramassé les dossiers de la journée. Avant de quitter mon cabinet, je me suis arrêté devant le miroir, rencontrant mon propre regard avec la certitude qui avait été durement gagnée par des années de doute et de détermination. « Tu es assez bien », ai-je murmuré à mon reflet. « Tu l'as toujours été. » Alors que je me prépare à clore ce chapitre de mon histoire, je veux vous demander, avez-vous jamais eu quelqu'un dans votre vie qui vous a fait sentir que vous n'étiez jamais assez bien? Comment avez-vous trouvé votre chemin vers l'acceptation de soi malgré ces critiques? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, alors aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est lui aussi assez bien tel qu'il est. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, le jugement le plus important est celui que vous portez sur vous-même.